Veuillez accueillir la présidente, Mme Cathy Wong. Bon retour à tous et à toutes. Je vous invite à prendre place. Alors, nous allons reprendre les travaux. Peut-être juste avant, souligner une présence parmi nous aujourd'hui, c'est Laurie, la fille de 14 ans de Nathalie Pierre, qui prend sa retraite aujourd'hui. Et puis, elle est là pour vivre un premier conseil municipal juste avant le départ à la retraite. Bienvenue parmi nous. Alors, comme je disais à M. le greffier aujourd'hui, parce que ça fête, les débats seront sereins, parce que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Alors, on va reprendre les débats où nous avons laissé tout à l'heure. Si je me souviens bien, nous étions au point 65.03. On l'avait voté, c'est ça. On avait terminé au vote, ce qui nous amène au point 65.04. Madame la leader. 6, Madame Et la donc, Présidente. 65.06, Voilà. merci. Ouf! 65.06, Monsieur Rotran, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, j'aimerais remercier Arif Salem, mon appuyeur dans cette motion. La motion importante est effectivement la motion prise que la Ville travaille pour convaincre les 5 partis fédéraux d'ajouter dans leur programme électoral 2019 l'argent pour l'opération exploitation des transports en commun. Avant de commencer, j'aimerais dire que nous avons une entente avec l'administration, M. Eric Allen Caldwell, pour une nouvelle version qu'il a dû me faire 70 copies pour que je puisse les distribuer, qu'il n'a pas fait. Donc, il y a 2 façons de procéder, Madame la Présidente, prendre un petit relâche pour que les copies soient faites, ou le Conseil donne confiance parce que les changements sont relativement mineurs. Non, le greffier ne permet pas. Donc, Peut-être que, est-ce que vous pouvez commencer votre allocution pendant oui, qu'on distribue les parfait. copies? Si c'est acceptable aux collègues, je vais procéder exactement comme ça. Oui. Bon. Les seuls changements sont quelques attendus, ajoutés, qui ne changent pas du tout le sens de la motion. C'est quand même des, oui, Et c'est des changements effectivement, importants. un appui à la Union municipalité du Québec qui prend la même position. Effectivement, la Ville va appuyer cette démarche de l'UMQ. Madame la Présidente, c'est vrai, depuis le temps que j'ai commencé à parler dans le printemps dernier de la nécessité des nouveaux programmes, pas pour l'infrastructure de transport en commun, mais pour l'exploitation, il y a un débat national qui a déclenché et beaucoup de groupes ont commencé de prendre position. Et ça, c'est normal. Il y a une élection fédérale le 21 octobre prochain et nous avons une opportunité d'influencer les partis. Je vais dire, c'est plus qu'une opportunité, c'est un devoir de le faire. En 2015, une démarche municipale a convaincu les partis fédéraux de faire des promesses pour nouveau l'argent pour rafraîchir l'infrastructure de transport en commun canadienne et pour la construction des nouvelles lignes et pour l'élargissement des flottes des autobus dans les villes. À cause de cette mobilisation municipale, qui est largement menée à l'époque par l'Association canadienne de transporteurs urbains et par les élus de Transit Board Members Committee, les 5 partis ont tous dit qu'ils vont appuyer des nouveaux investissements dans l'infrastructure. C'est devenu le cours du programme du Parti libéral du Canada et j'aimerais croire que c'était une des raisons pour lesquelles Justin Trudeau est élu avec une majorité. Les Canadiens ont compris que des investissements en transport en commun vont résoudre tous les problèmes dans la place publique à ce temps-là. Des problèmes comme congestion sur les routes, trop d'achalandage avec un manque de véhicules, émissions de gaz d'effet de serre et nécessité des projets structurants pour revitaliser
des villes. Les investissements en transport en commun, les gens ont compris avoir un effet multiplicateur économique. Et ce qui est arrivé, est grâce à ça, tous les partis ont finalement fait des promesses en faveur de nouveau argent pour le transport en commun. Mais maintenant, j'aimerais vous dire que nous sommes des victimes de notre propre succès. Il n'était pas seulement the Public Transit Infrastructure Fund, but also portions of the gas tax and portions of the Green Infrastructure Fund that went to finance public transit infrastructure. I'm not talking only about Montreal, I'm talking nationally. Winnipeg Southwest Rapid Transit Corridor, an SRB, ou BRT en anglais, à Winnipeg, 3,7 km, une phase 2 qui a commencé. Edmonton, 40 projets pour le SLR, LRT in English, des nouvelles lignes en construction, réfection des anciens véhicules. London Bus Rapid Transit System, Ottawa, 2 nouvelles lignes, Confederation and Trillium, lignes de SLR. Et je m'en passe, il y a tel nombre de grands projets partout qui a réussi. La ville de Toronto a acheté 1000 autobus pour remplacer les anciens. Les autres villes ont acheté des autobus pour remplacer les anciens véhicules et élargir le service, la fréquence, etc. Madame la Présidente, entre 2015 et 2019, il y a 3600 nouveaux autobus à Canada, 100 000 nouveaux sièges, et un effort vers l'électrification des transports en commun. Le TTC à Toronto a acheté 60 autobus électriques, le STM commande 30, Laval commande 10, une grande partie de la flotte à Edmonton est électrique. Il y a 15 000 bus shelters qui sont améliorés, 365 nouveaux véhicules de SLR, 182 km de nouvelles voies de SLR au Canada, 201 nouvelles stations de transport en commun. Le GPS est devenu presque normal partout et 395 nouveaux véhicules de transport adaptés. Mais tout ça coûte de l'argent, Madame la Présidente. Et à Montréal, on a fait des décisions aussi. On va avoir le prolongement de la ligne bleue, mais ça c'est 2026. Mais on aura 300 nouveaux autobus et il y a coûts rattachés à ça, pas le coût d'achat, le coût d'opération et exploitation. Étant donné les besoins, je pense être normal pour les villes de revendiquer ce qui me semble très logique. Nous avons des investissements qui nous donnent la possibilité de nouveaux services, mais on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hausser les tarifs? Hausser les taxes? Ou trouver une nouvelle source de revenus? Je vous dis, dans l'ère où il y a un nouveau débat sur la place publique, la lutte contre les changements climatiques, le transport en commun doit jouer un plus grand rôle. Le transfert modal vers le transport en commun est très, très important. On veut que les gens utilisent le transport en commun, mais d'avoir la capacité de faire ça, on a vraiment besoin de l'argent pour faire opérer les nouveaux services. D'avoir 300 nouveaux autobus sans une capacité de donner un service, ça ne réussit pas à notre but. Et je pense que tout le monde dans ces conseils est d'accord avec ça. Depuis le temps que j'ai soumis ma motion il y a quelques semaines, l'Association canadienne de transporteurs urbains a pris une position très visible et publique. Ils ont endossé la même position. Ils ont publié dans la presse, Le Soleil et des journaux partout en Canada en faveur d'un fonds qui va subventionner l'opération. Et ils ont émis un communiqué léger, sondage léger, par communiqué, qui effectivement dit que plus que 90% des Canadiens appuient le même type d'investissement fédéral dans l'exploitation de transport en commun, qui était le cas en 2015 pour les investissements en infrastructure. Madame la Présidente, l'Union municipalité de Québec a pris la position que je cite.
Le UMQ rappelle que pour qu'une initiative fédérale en matière de transport collectif comble les besoins des municipalités, elle doit inclure le financement des coûts d'exploitation de sociétés de transport. Citation d'Alexandre Cusson, président de l'Union municipalité du Québec. Madame la Présidente, Trajectoire, le plus grand groupe qui parle pour les usagers de transport en commun au Québec, va faire leur position publique lundi prochain, le 26 août. Mais il m'a donné permission de dire que clairement, il appuie plus de l'argent pour faire les opérations de transport en commun. I believe we can win this battle. We won it in 2015. There wasn't a consensus for public transit infrastructure investments until municipalities came out with their position, until CUDA took its position, and until the parties began to move in that direction, and suddenly it became a stampede. Madam President, the consensus of municipalities in 2015 made it easier for the Government of Canada between 2015 and 2019 to live up to their promises. Madam President, we can do it again. In September, there is a Transit Awareness Days in Ottawa. CUDA and the Federation of Canadian Municipalities will be sending delegates to go see the parties ahead of the finalization of their platforms. Madam President, I said this motion was important, but equally important will be the same type of motion by other cities across Canada. I sent 115 letters to cities right across Canada with a copy of my motion. And I've heard back from a lot of them. Mayor Lisa Helps in Victoria has promised that Victoria will adopt this motion, as will the Victoria Regional Municipality, and she's given it to British Columbia Transit for their board to endorse. Councillor Carroll in Toronto has contacted me to say the motion will be on the next Toronto Council agenda. Unfortunately, that won't be the 2nd of October. And a couple of suburban mayors in Montreal have congratulated me with this motion and indicated they're going to be doing the same. Donc, Madame Présidente, j'invite l'ensemble des collègues de parler d'une voix unie avec l'idée de convaincre tous les 5 partis fédéraux majeurs d'assurer qu'il y a une promesse dans leur plateforme en faveur de l'argent neuf pour l'exploitation du transport en commun et de garder sans couper, sans toucher tout ce qui a été promis depuis le temps la dernière élection. Madam President, it will be up to the federal government, once elected, to decide how to do this. Not up to us to tell them this. We only make the request. Whether it's going to be from the gas tax, as the FCM says, or CUDA says, or from a new fund, that will be a new government's decision. But I think it's important to make the request. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, les copies amendées sont en train d'être distribuées. Pour l'instant, la parole à M. Cadwell. M. Cadwell? Oui. Merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, il y a eu des négociations avec M. Rotran pour arriver à une proposition commune, en espérant qu'on adopte unanimement cette motion. Résumons les choses simplement. La priorité en investissement pour la mobilité en lien avec nos défis d'urbanisation et de lutte au changement climatique, c'est l'investissement massif dans le transport collectif. C'est la position de l'UMQ, c'est la position défendue par la Ville de Montréal, c'est la position défendue avec vigueur par la mairesse de Montréal sur toutes les instances. C'est notre défi, c'est nos besoins et le partenariat avec tous les paliers de gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, est primordial. Donc, il y a un momentum à saisir. Et ce momentum, la motion qu'on adoptera en fera partie. La deuxième partie sera les représentations qui seront faites par la Ville et la mairesse auprès des différents partis politiques fédéraux pour justement leur faire comprendre l'ensemble des besoins de la communauté montréalaise. Parce qu'au-delà du discours, il y a des besoins. On le sait, dans nos quartiers, il y a des demandes. Il y a chacun d'entre vous, chacun d'entre nous ici,
on veut un meilleur transport collectif parce que c'est ce qu'on se souhaite, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants, c'est ce qu'on souhaite pour le développement de la ville. Et pour ça, on a besoin d'investissements massifs. Donc, sur le fond, on a su discuter de la forme. Sur le fond, message clair et fort, priorité, investissement en transport collectif pour Montréal. Merci beaucoup, M. Cadwell. La parole à M. Salem. Oui, Madame la Présidente. En fait, je suis fier d'ajouter mon nom à cette motion. Quand mon collègue Marvin Rotram m'a demandé d'ajouter mon nom, je n'ai pas hésité une minute à le faire. Vous savez, les projets de transport en commun, il y en a beaucoup à la ville de Montréal. Et le problème, ce n'est pas juste dans le développement, le problème aussi, c'est dans le maintien des infrastructures que nous avons. On est en train de rénover nos centres de transport à des coûts de centaines de millions de dollars. Nous sommes en train d'ajouter des garages, comme le garage Côte-Vertu, à un coût de 440 millions de dollars. La STM, aujourd'hui, elle vaut à peu près de 26 à 28 milliards de dollars si on va la refaire à neuf. Et on est en train de la refaire à neuf. Le programme de maintien d'actifs qui existe, il est là jusqu'en 2036, puis le besoin est certainement présent pour ce maintien d'actifs. Ajoutez à cela les projets qui sont en train de se faire actuellement à la ville. On parle du SRBP9, un coût à peu près d'un demi-milliard de dollars. On parle du REM, un coût de 6,4 milliards. On parle du prolongement de la ligne bleue, la ligne orange éventuellement. Et le problème, ce n'est pas juste dans l'investissement pour développer des nouvelles lignes. Le défi va être d'aller chercher du financement pour les fonctions, pour la fonctionnalité de ces lignes-là. Et ça, c'est un défi récurrent qu'on doit aller penser et travailler tous ensemble. Donc, à chaque fois qu'on met en place un équipement, même un autobus, il faut aller trouver un centre d'entretien, il faut entretenir les autobus, il faut embaucher des chauffeurs. Donc, cette fonctionnalité, on est en train de la payer tous ensemble, à même nos taxes foncières, la taxe d'essence, et il n'y en a jamais assez pour le transport en commun. J'ajoute à cela, en 2022, le REM va commencer à fonctionner, donc il y a aussi un autre défi à ajouter pour le financement, surtout le paiement du déficit de ce nouvel équipement qui va être en place. Donc, nous saisissons cette opportunité-là, à la veille de cette élection qui s'en vient, de demander et de prendre un engagement des 4 partis fédéraux qui sont dans la course, au moins de garder les programmes actuels, de contribuer et trouver des façons de contribuer au financement, de fonctionnement du transport à notre ville, non pas juste à notre ville, partout au Canada. Si on veut aller de l'avant avec une diminution des gaz à effet de serre, si on veut avoir une ville à l'échelle humaine, il va falloir penser tous ensemble à trouver des façons d'aller de l'avant et de diminuer l'impact de la voiture dans nos vies quotidiennes, mais surtout d'augmenter la part de transfert modal, et ça prend de l'investissement, et c'est justement pour ça que je félicite mon collègue et je demande à toute l'Assemblée de voter unanimement pour cette motion. Merci. Merci beaucoup, M. Salem. M. Rotram. Brièvement, en réplique, s'il n'y a pas des autres commentaires. C'est important, pas seulement pour nous d'adopter ça, mais des autres villes canadiennes. Parce que si on parle en contre-courant, les partis vont accepter des différentes choses pour leur programme. Actuellement, il y a différentes lignes de pensée entre la Fédération canadienne des municipalités, le UMQ, ACTU et les autres. Le FCM demande que le fonds de taxes acquises, le gaz tax, qui a doublé cette année de 2,2 milliards à 4,4 milliards, devienne permanent à ce niveau. Je n'ai pas d'objection, mais dans leur communiqué et dans leur positionnement, ils ne disent pas nécessairement qu'une partie de ça doit être dédiée aux exploitations de transport en commun. Il n'est pas fermé, mais il veut que les villes décident eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est une erreur. Par contre, les UMQ et ACTU prennent une position beaucoup plus claire. Il veut l'argent réservé qui va nous aider à Montréal, mais partout autre, pour opérer les nouvelles lignes, les flottes élargies, donner plus de services, beaucoup plus de fréquences et de bâtir un achalandage comme ça. Merci à tout le monde pour avoir accepté cette motion. Merci beaucoup, M. Rotram. Monsieur le leader? Non? Parfait.
Alors, cette motion est adoptée, telle qu'amendée. Monsieur Autran, vous êtes debout? Ah oui, parce que vous êtes... Oui, la prochaine. Merci. Allez-y, alors, 65.07. Madame la Présidente, on arrive à 65.07, une motion qui demande deux choses. Un moratoire sur la utilisation de la technologie reconnaissance faciale et la constitution de groupes d'experts indépendants pour conseiller la ville si une telle technologie doit être utilisée, sur quelle base, quels paramètres, quel contrôle civil. Madame la Présidente, j'ai été approché jusqu'avant le break pour notre lunch par un membre de l'administration qui suggère, parce qu'il partage, selon eux, exactement nos craintes sur cette technologie qui met en péril la vie privée des citoyennes et nos valeurs démocratiques, que cette motion doit être envoyée à la Commission de sécurité publique. Madame la Présidente, je suis ouverte à ces suggestions, mais sur trois conditions. Une, que l'étude à la Commission de sécurité publique doit être publique et les citoyennes doivent avoir le droit de commenter et de faire des présentations. Deux, que la Commission revienne en conseil dans un délai maximum de 6 mois pour guider les travaux du conseil. Et troisièmement, que le moratoire que je demande soit mis en application jusqu'au temps qu'on décide autrement. C'est-à-dire, si on reçoit le rapport de la Commission et on est soulagé, on peut le lever ou on peut continuer de continuer ce moratoire. Je ne pense pas que ça c'est déraisonnable comme condition et je pose ces questions à ma collègue dans sa intervention en réponse à ce que je vais dire. Les citoyens de Montréal doivent avoir l'assurance raisonnable quand ils amènent en public, quand ils marchent sur le domaine public, que leur vie privée est protégée. C'est le même quand ils vont dans le centre commercial, ils doivent avoir l'assurance qu'effectivement leur visage n'est pas capté, commercialisé et utilisé. Ma motion touche seulement effectivement le domaine public et le service police est effectivement un peu élargi aux autres services municipaux. L'information biométrique des citoyens doit être protégée. Les gens ne veulent pas être espionnés dans le domaine public. Mais ça, c'est exactement ce qui arrive avec les avances rapides dans ces technologies. Et nos lois sont désuètes qui ne nous donnent pas une protection adéquate. On n'a aucune idée, comme citoyens, comment l'information par les caméras partout dans notre ville sont collectionnées, stockées, utilisées, qui a l'accès à ça et comment c'est partagé avec qui et comment. C'est vraiment une menace à notre droit privé et nos valeurs démocratiques. Imaginez-vous si la police arrive à votre maison le soir parce que vous avez jeté un mégot de cigarette sur terre ou vous avez traversé avant que la feu est verte ou vous avez fait une autre incivilité mineure. Il y a des pays où ça arrive déjà, Madame la Présidente. Est-ce que ça, c'est où on amène ici? Est-ce que ça, c'est ce qu'on veut? L'application stricte, la régimentation des vies des citoyens par une technologie qui est avancée, devenue puissante, dans un contexte où les lois étaient écrites il y a 20 ans et ne donnent pas vraiment une protection. Madame la Présidente, dans quelques pays, vous arrivez dans un magasin, ils commencent à essayer de faire le marketing à vous parce qu'ils connaissent déjà avec intelligence artificielle qui vous êtes. Madame la Présidente, il y a des pays où la technologie de reconnaissance faciale est utilisée par les policiers. Ils commencent à faire ça dans le temps réel. C'est vraiment un danger. Soit on vit dans une société démocratique ou on vit une société complètement contrôlée. Qu'est-ce qu'on sait de Montréal?
Déjà à ce conseil, il y a des questions posées par mon appuyeur Abel Haksari et moi-même sur les stingrays. Le stingray est un appareil qui triche les téléphones cellulaires à penser qu'ils sont connectés autour du cellulaire. Effectivement, c'est un appareil contrôlé par une force d'ordre. On n'avait pas de réponses. Les forces policières dans beaucoup de villes ont utilisé cet appareil, essayant de trouver une personne pour prouver qu'il est dans un certain lieu à un certain temps. Mais il aura tiré l'information sur les milliers de personnes. Est-ce que c'est normal d'avoir les policiers savant ce que vous faites tout le temps, où vous êtes? Je ne pense pas que ça, c'est ce que les Canadiens veulent. Mais la réponse de Mme Philito est un peu faible. Elle ne peut pas ni affirmer, confirmer, nier qu'effectivement que les stingrays étaient utilisés. J'ai fait un accès à l'information après la réponse écrite que j'ai de notre collègue, et le service de police a refusé de dire s'il utilise les stingrays ou non. Je ne veux pas dire. Je suis maintenant devant la Commission accès à l'information et je vais être entendu, peut-être en 6 mois. Mais une personne élue doit savoir qu'est-ce que les forces d'ordre font pour faire en respect des chartes québécoises, des droits et libertés, des chartes canadiennes et toutes nos valeurs démocratiques. C'est une façon de prévenir qu'il y ait un contrôle civil et une surveillance judiciaire des actions de la police qu'on refuse systématiquement de répondre sur les techniques et l'équipement qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont dépensé pour les logiciels, pour la technologie, reconnaissance faciale? Ils refusent de dire. Ils refusent de nous dire s'ils ont dépensé l'argent public pour acheter ça. Madame la Présidente, dans les États-Unis, il y a beaucoup de forces policières qui utilisent les mandats inversés. C'est-à-dire, il va à Google et les autres pour dire « Donne-nous votre information pour un certain lieu à un certain temps ». Il peut avoir l'information sur 100 000 personnes, même qu'il enquête une. Mais est-ce que ça représente un risque à les personnes honnêtes? La réponse est oui. Let me read something that the Mayor of London said. Surreptitious use of face recognition technology does cause harm by subjecting people to unwanted tracking, leaving them vulnerable to data breaches and invasive surveillance. Qu'est-ce qui arrive ailleurs, Madame la Présidente? Je vais lire juste quelques titres des manchettes. Toronto Star. Toronto police have been using facial recognition technology for more than a year. Ça, c'est le 28 mai dernier, après qu'ils ont nié aux élus qu'ils l'utilisent. Canadian Civil Liberties Association. Police use of facial recognition technology a threat to our civil liberties. How facial recognition became a routine policing tool in America. The Guardian. Police face calls to end use of facial recognition software. The Independent. Facial recognition technology violates human rights and must end. Landmark court case hears. National Post. RCMP collected phone data illegally 6 times with controversial Stingray devices. Watchdog. Toronto Star. 2 years after they said they didn't Toronto police admit they use Stingray cell phone snooping devices. CBC. Vancouver police admit using Stingray cell phone surveillance. British Columbia Civil Liberties Association says. Hamilton Spectator. Thousands of bystanders caught in Toronto police sweep of cell phone data. CBC. Devices that track spy on cell phones found at Montreal's Trudeau Airport. C'est-à-dire, en 2016, Radio-Canada a trouvé que ces devices qui trichent les téléphones cellulaires de tout le monde dans l'aéroport étaient utilisés. Par qui il ne peut pas identifier. GRC, Police de Montréal, douane américaine, on ne sait pas. Guardian. London police facial recognition fails 80% of the time and must stop now.
I could go on with the headlines because this is a worldwide issue. Hier, le candidat à la présidence des États-Unis, Bernie Sanders, a demandé, a dit si élu, il va faire une prohibition sur l'utilisation de cette technologie par les forces policières américaines. Madame la Présidente, avant de passer ça à mes collègues, il y a deux choses. Une, il y a des villes qui commencent à agir. San Francisco, Oakland, Somerville, quelques autres villes américaines à faire une prohibition par le use de cette technologie par leurs policiers dans les derniers 3 mois. Deuxièmement, la technologie fait beaucoup d'erreurs. For some reason, it seems to misidentify visible minorities. They did a check of the California State Assembly. They ran them through facial identification using artificial intelligence. 26 members of the Assembly were discovered to be criminals. None of them were, but they were spotted by a technology that didn't work quite correctly. 22 of them were visible minorities. Madame la Présidente, je suis prêt de coopérer avec Madame Philito, mais je demande l'acceptance de mes 3 conditions pour qu'on puisse voter unanimement à la mandat. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de donner un peu quelques arguments sur lesquels je me suis basé pour appuyer la motion de mon collègue, M. Marvin, permettez-moi juste une petite introduction rapide. Depuis que je suis élu, même avant, on entend souvent, et on est très content de l'entendre, le verbe « agissez ». On agit avec ce verbe d'action par rapport, par exemple, au problème qu'on vit maintenant, c'est le changement climatique. Et parmi les choses pour lesquelles je suis fier de faire partie de ce conseil, c'est la possibilité d'agir sur cet élément-là. Mais parmi les choses sur lesquelles je me bats aussi chaque jour, et j'aimerais me battre tout le temps, et je continuerai à me battre, c'est la protection de notre vie privée et ce qu'on va céder à nos enfants et les enfants à venir par rapport à leur vie privée. Ils ont droit aussi à avoir une certaine liberté de réflexion, liberté d'idéologie et liberté d'action aussi avec anonymat. Voilà une inquiétude que soulèvent plusieurs chercheurs à travers le monde, plusieurs personnes qui ont constaté clairement que notre comportement sur la toile, ou notre comportement tout simplement, que ce soit sur la toile ou via les personnes qui nous côtoient chaque jour, fait en sorte qu'on a un certain profilage, et on nous profile, et on a une certaine identité, une empreinte sur la toile. Aujourd'hui, je suis très fier d'appuyer cette motion. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans cet élément-là. Ça s'inscrit pour avoir une certaine action qu'on pourrait avoir tous ensemble ici, d'avoir un certain moratoire, et de donner l'exemple par rapport aux institutions et aux organisations que nous, on peut gouverner ici, qu'on peut donner l'exemple et qu'on peut agir d'abord dans nos organisations, notamment le service de police à Ville-Montréal. La reconnaissance faciale, Madame la Présidente, chers collègues, ce qui est effrayant avec la reconnaissance faciale, c'est qu'elle n'exige ni la permission, ni la coopération de l'individu auquel elle a été appliquée. Nous savons pertinemment que les systèmes de reconnaissance faciale sont utilisés dans les aéroports et dans certains autres endroits à travers le monde. Parlons maintenant de Montréal. Où est-ce qu'elle est utilisée? Et là, on a vraiment une certaine question qui est très importante, qu'on pose, et qu'on aimerait avoir juste une réponse là-dessus. Comme a dit notre cher collègue, M. Marvin, c'est que ça se peut que non, que cette technologie a été achetée, déployée, et bien évidemment aussi maintenue par l'argent des contribuables, mais on n'a même pas la réponse. Est-ce qu'on l'a ou on ne l'a pas? Ces technologies permettent d'identifier facilement un individu au milieu d'une foule de personnes, sans que quiconque ne s'en rende compte. Cela diffère des mesures de sécurité de réseau habituelles. Par exemple, vous-même, vous pouvez poster quelque chose sur Facebook, vous-même, vous pouvez écrire votre point de vue sur un élément ou autre, mais cependant, une photo qui a été prise dans un aéroport, dans un lieu public, ou tout simplement qui a été prise par les services de police ou les services de sécurité, vous n'avez jamais accepté ou volontairement accepté à ce que ce soit corrélé. Et ça veut dire quoi corrélé? Ça veut dire que cette photo, cette vidéo va être par la suite utilisée par d'autres publications, par d'autres comportements à behaviorisme qu'on peut avoir sur le web et qui pourraient tout simplement nous caser quelque part, nous caser avec vraiment un élément. Ce qui est aussi très inquiétant avec cette technologie, c'est qu'elle n'est pas mature. Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas mature? La reconnaissance faciale, pour une personne, il faut le dire comme ça, de couleur, vraiment son efficacité est presque nulle. Ça veut dire qu'une personne de couleur, avec un profilage racial, plutôt un profilage de reconnaissance faciale, n'est pas nécessairement, ne donne pas son efficacité.
excusez-moi, la vérité aussi autour de cette reconnaissance faciale, ce n'est pas seulement pour identifier une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou un individu, mais aussi pour identifier son profil. Et tout simplement, avec sa photo qui a été prise sans son consentement, on peut tout simplement dire il appartient ou pas à tel groupe ou telle idéologie, ce qui pourrait être très très inquiétant. Et on le sait très très bien que toute information, toute donnée qu'on pourrait avoir sur le web, elle est facilement corrélée. On est dans l'ère de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine commercial au niveau de notre comportement d'achat, que ce soit dans le domaine politique au niveau de notre comportement d'idéologie et d'appartenance politique, et maintenant même au niveau de la sécurité. C'est à nous, c'est à notre rôle à nous, vraiment de donner l'exemple auprès des institutions sur lesquelles on a une certaine gouvernance démocratique, de donner l'exemple et d'accepter ce moratoire-là. C'est très important de vraiment d'agir à ces niveaux-là, et on utilise encore une fois le terme « agissant ». Il y a une loi qui agit quand même par rapport à ça. Cependant, elle date de 2001. Je vous rappelle, chers collègues, qu'en 2001, les technologies d'information, on les appelait les nouvelles technologies d'information. Ça serait vraiment aberrant d'appeler toujours ça des nouvelles technologies d'information, parce qu'aujourd'hui, on est dans les technologies d'information qui sont tout simplement un véhicule de notre vie quotidienne, professionnelle et autres. Alors, cette loi, la loi 45, ne peut être vraiment appliquée, et la question qui se pose, encore une fois, et qu'on aimerait avoir une réponse, le service de police de la ville de Montréal utilise-t-il cette technologie? Utilise-t-il l'argent des contribuables pour avoir cette technologie? Est-ce qu'il utilise aussi d'autres technologies telles que Stingray ou autres? On n'a pas la réponse pour ça. Mais au moins, ce qu'on demande, tout simplement d'avoir ce sort de moratoire. Le deuxième attendu, si vous permettez, c'est que ça pourrait aussi nourrir une certaine réflexion de la Commission d'accès à l'information et du gouvernement du Québec, ainsi du commissaire au respect des données personnelles au Canada. Soyons l'exemple. Montréal a été toujours l'exemple dans plusieurs, actions, mais soyons l'exemple pour la protection de la vie privée, notre vie privée et celle de nos enfants. Merci beaucoup, M. Sari. La parole à Mme Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, d'abord, je tiens à dire à quel point, selon nous, selon notre administration, les questions soulevées dans cette motion sont importantes, sont légitimes, et elles portent sur des enjeux qui sont effectivement préoccupants. Les technologies mentionnées dans la motion sont en constante évolution. L'utilisation de celles-ci peut soulever des préoccupations importantes, notamment en termes de fiabilité, de protection des droits de la personne et de protection de données personnelles. Comme vous le rappelez d'ailleurs, M. Sari, il y a effectivement une loi québécoise qui a été adoptée en 2001 pour baliser le recours aux différentes technologies compilant des données personnelles. Et maintenant, on parle de données faciales, de technologies faciales, biométriques, audio ou autres. Donc, je tiens à souligner que notre administration partage ces préoccupations et que nous considérons qu'il est tout à fait justifié pour les élus municipaux, ici, dans cette enceinte, d'avoir des réponses à ces questions. Nous sommes chanceux, à la Ville de Montréal, de disposer d'un mécanisme, justement, pour être en mesure de poser toutes les questions nécessaires. C'est un mécanisme qui est prévu par la Charte de la Ville, qui sert justement à traiter de ce genre de questions. C'est la Commission sur la sécurité publique. Si on se rappelle bien, la Commission a justement le mandat de traiter de ce type de questions sensibles. C'est un mécanisme qui est objectif, qui est transpartisan, et c'est l'endroit pour entendre le SPVM s'expliquer, entendre les experts se prononcer, étudier et suivre les encadrements qui s'appliquent. Je tiens à réitérer à quel point les questions sont légitimes et que nous, les élus, on est en droit de poser les questions au nom de la population. Mais il faut se rappeler également que c'est des questions qui sont sensibles, qui sont très sensibles en fait, car elles portent notamment sur les enquêtes judiciaires. Il y a une dimension du travail policier qui est encadrée dans la loi sur la police, qui est effectivement les enquêtes judiciaires. Donc, selon nous, comme l'a dit M. Rotran, le conseil municipal n'est pas l'enceinte appropriée pour traiter de ces questions. On viendrait à débattre de choses qui sont très pointues sans l'ensemble de l'information qui proviendrait d'experts et d'un cadre approprié pour discuter des questions aussi légitimes que sensibles pour des motifs de sécurité publique. C'est pourquoi nous encourageons l'ensemble de nos collègues à référer cette motion telle qu'elle à la Commission de la sécurité publique pour qu'elle s'y penche. Selon nous, c'est le bon endroit pour soulever les questions
et les pistes de travail soulevées dans cette motion, incluant la question du moratoire, et qui concerne toutes les différentes technologies qui ont été mentionnées et qui concernent la compilation des données personnelles, et aussi à obtenir des réponses de la part du SPVM, notamment. Pour la question des conditions de M. Rotran, je vais laisser mon collègue Norris répondre à titre de président de la Commission sur la sécurité publique. Et je réitère que selon notre administration, il est préférable de discuter de la question du moratoire au sein de la Commission sur la sécurité publique, également en raison des motifs sensibles. Merci. Merci beaucoup, Mme Filato. Petite question, est-ce que vous déposez officiellement une motion pour référer à la Commission ou c'est une suggestion que vous proposez à l'ensemble? Okay, donc, il n'y a pas une motion qui est déposée à cet effet. Là. Parfait. Monsieur Norris? Madame, il y a une motion? Je m'excuse. Monsieur Croteau dit oui, mais Monsieur le leader? Je vais le formuler comme il faut. Là, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 80, nous proposons de l'envoyer pour étude à la Commission de la sécurité publique. Exactement. Alors, Monsieur Norris, est-ce que c'était... Ben, c'était sur le rôle de la Commission, justement. Et Parfait, allez-y. je voulais intervenir pour dire, pour enchérir sur ce qui a été dit par ma collègue Filato et les autres personnes, d'autres élus s'étant exprimés déjà à ce sujet, que c'est un mandat qui est tout à fait approprié pour la Commission de la sécurité publique. L'enjeu est réel, les dilemmes, les questionnements sont légitimes, et je pense que c'est tout à fait dans le mandat un sujet qui est approprié pour la Commission de la sécurité publique à aborder. La manière précise dont on va le faire, ça va dépendre de l'entente qu'on aura avec les discussions qu'on aura avec tous les membres de la Commission. Je ne peux pas prétendre agir seul au nom de tous les membres de la Commission. On essaie de travailler en collaboration, en collégialité, notamment avec mon collègue Sari, mais aussi avec les représentants du gouvernement provincial et les membres de la majorité qui siègent et les maires des villes liées. Alors, notre objectif, comme vous le savez, notre administration a grandement ouvert les travaux de la Commission de la sécurité publique. On a un niveau de transparence qui, à ma connaissance, n'a jamais été égalé dans l'histoire de Montréal en matière de reddition de comptes du SPVM devant la Commission de la sécurité publique. Notre objectif est toujours d'atteindre le niveau le plus élevé possible de transparence dans nos exercices de reddition de comptes, sans toutefois mettre en péril la sécurité publique. Alors, ça va être cela, la discussion que les membres de la Commission auront lorsqu'on se rencontrera le 27 août à huis clos pour discuter de notre calendrier et d'autres enjeux du fonctionnement interne de la Commission. Merci. Merci beaucoup, M. Norris. M. Rotran. Premièrement, pouvez-vous m'éclaircir, est-ce qu'une motion a été faite? Par qui? Par François? Par Mme, OK. Mme Filato, appuyée par M. Limoges. Okay, all right. We're informal here, it's okay. Madame Madame la Présidente, je vais déposer une lettre que j'ai reçue de Daniel Terrien, qui est le commissaire à la vie privée du Canada, qui peut-être peut aider la Commission dans ses démarches. La lettre appuie la motion. Parfait. Et M. Terrien dit le suivant, suggère le suivant. Votre ville pourrait envisager dans les médias de décider que tout nouveau système de surveillance en cours d'élaboration applique les principes de la protection de la vie privée dès la conception, privacy by design, et que la police procède à une évaluation complète des facteurs relatifs à la vie privée avant de mettre en œuvre toute pratique fondée de la reconnaissance faciale. Effectivement, il va être très mécontent si notre police utilise ça déjà. Le moratoire, s'il ne l'utilise pas actuellement, no problem, right? S'il l'utilise, no problem either, parce qu'il doit cesser jusqu'au temps qu'on a un paramètre. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Mais j'aimerais informer le Conseil, ce n'est pas seulement nous qui réfléchissons sur ça. Le gouvernement de Québec a déposé le projet de loi 14, cette adoption en principe, ça va être 6 mois à 1 an avant que ça devienne une loi.
Mais selon M. Terrien, article 8 de cette loi va forcer le SPVM, si c'est adopté, de faire ce qu'il dit en anglais « full privacy assessment ». Une fois c'est fait, doit être donné à la Commission accès à l'information, qui doit le publier sur le site web et dans d'autres forums, et qu'effectivement la population aurait le droit de commenter. Donc, ça devient, à mon esprit, encore plus pertinent d'appliquer le moratoire d'aujourd'hui, parce que ça, c'est ce que le gouvernement du Québec veut. Pourquoi on donne la possibilité aux policiers d'utiliser cette technologie qui pourrait être illégale en 6 mois ou 1 an? Pourquoi? Ça, c'est vraiment la question. Sur le mandat à la Commission, est-ce que Mme Philotteau accepte mon léger amendement qu'on donne un mandat de 6 mois qui doit revenir ici en Conseil? Since we're being Alex, 6 months? Merci. Oui, M. Norris? Comme il s'agit d'une question concernant les travaux de la Commission, je me permets d'intervenir. Je crois que ça serait envisageable d'au moins d'amorcer les travaux d'ici les 6 prochains mois. Je dois quand même obtenir le consentement des membres de la Commission. Mais on va faire notre possible pour traiter le sujet rapidement. Okay. Hey, Madam President, we're being a little informal in our debate. Okay. I'm not going to insist, mais je n'aime pas que c'est le service police qui mène la Commission de sécurité publique. C'est les civils qui doivent contrôler la police dans une démocratie. La réponse est, on va essayer de le faire. Si la police a une injection majeure, on partage ça avec vous et vous décidez si on doit élargir ou extensionner le mandat. Madame la Présidente, la Commission doit représenter les citoyens et le pouvoir civil. Parfois, il doit dire que ce qui est plus facile pour le SPVM n'est pas nécessairement dans l'intérêt public. La Commission, à mon avis, et je constate qu'il y a plus de réunions publiques que dans le passé, me semble avoir un peu faible dans le dossier de body cams pour les policiers. La communauté noire n'était pas impressionnée sur le dossier de profilage racial. Je n'étais pas impressionné sur le dossier des tasers. Donc, je suis prêt quand même de donner une certaine confiance à M. Norris, que je souviens des anciens mandats comme personne fort et prêt de battre avec les services de force de l'ordre si c'est dans l'intérêt public. Étant donné que mon secondaire, M. Sari, est vice-président de cette commission, je vais accepter avec l'idée qu'on avait eu une franche débat et on a un consensus informel de le faire dans les 6 mois, avant possible, 7 mois si nécessaire, avec l'idée que le message d'aujourd'hui pour les policiers de Montréal, c'est moratoire. S'ils utilisent ça, doit cesser de maintenant jusqu'au temps que la loi est adoptée et que la Ville de Montréal a ses propres paramètres. Madame la Présidente, je ne prends pas pour acquis que les autres villes vont faire une moratoire. Je pense que beaucoup vont faire une prohibition totale. Le modèle de San Francisco semble avoir l'appui de beaucoup des villes. Et j'ai remarqué que quelques personnes pensaient que c'est un peu drôle que M. Sanders appuie le même sens de ça, mais il y a des autres candidats à la présidence des États-Unis qui l'appuient aussi. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, oui, M. Perez. Sur l'amendement. Allez-y. Donc, j'ai eu la chance de, évidemment, écouter les interventions de mes collègues, M. Rotran, Mme Philotteau, M. Norris et M. Sari. En fait, vous, c'est sur l'amendement, donc sur la motion de renvoyer à la Commission de la sécurité, c'est ça? Exact. Parfait. C'est pour la motion d'amendement à référer à la Commission de sécurité publique. Parfait. Alors, j'ai entendu les échanges, j'ai entendu, si on veut, les demandes, pour ne pas dire les conditions de M. Rotran, j'ai entendu les réponses de M. Norris. Je comprends, en tant que président, il doit évidemment consulter ses collègues, c'est tout à fait légitime. Mais en tant que conseil, on peut associer des conditions à la motion à laquelle on réfère. On peut demander, on peut exiger des échéanciers. On l'a fait dans le passé. Je donne l'exemple, la motion que nous avons apportée août dernier sur les brigadiers scolaires. Nous avons référé cela pour qu'il y ait effectivement un mandat à la commission et on avait établi avec un échéancier. On peut également mandater la commission pour faire en sorte la formule de l'intervention, de la consultation.
Alors, pour moi, pour nous, et suite à la demande de M. Rotran, on aimerait que ce soit une consultation publique et non une séance d'information du SPVM. On veut permettre à l'opportunité des gens de la société civile ou bien des citoyens de pouvoir soumettre des mémoires. Oui, absolument, le SPVM doit être là, il doit faire une présentation, il doit répondre aux questions, mais ça ne peut pas être seulement des réponses à des questions publiques orales sur la présentation qui est faite par le SPVM. C'est un enjeu, d'après Mme Filato, qui est très préoccupant. C'est tout à fait légitime. Si effectivement la CSP, c'est un outil inouï sur lequel on peut avoir l'étude et l'analyse de dossiers très particuliers, je pense qu'on devrait aller jusqu'au fond de la chose et justement permettre aux experts, permettre à tous ceux qui sont préoccupés de pouvoir participer à cet enjeu-là. Alors, je réitère et j'appuie les demandes de M. Rotran à cet égard, à ce qu'on établisse un échéancier de 6 mois. Si M. Norris veut 7 mois, je ne sais pas si mon collègue va accepter, mais dans ces environs, et que ce soit formellement concernant la consultation publique. Et je dis pourquoi c'est important. Il y a un élément sur lequel Mme Filato n'a pas directement adressé, c'est sur la demande de moratoire. Ça, c'est on veut référer sans adresser cet enjeu-là. On veut éviter, chers collègues, à ce que la CSP elle soit instrumentalisée. On veut éviter de faire en sorte qu'on peut accuser la CSP d'être rien d'autre qu'un exercice de relations publiques. Cette accusation, elle peut être faite. Je ne la fais pas, mais je dis elle peut être faite sous différentes circonstances. Alors moi, je pense que si réellement il y a une volonté de l'administration d'aller jusqu'à la fin fond des choses, de justement permettre à la CSP de pleinement remplir son rôle, on pourrait le faire avec des éléments à cet égard-là. Et si l'administration ne veut pas faire en sorte qu'il y ait ce moratoire jusqu'à le temps qu'on complète, c'est son droit, mais qu'elle le dise tout simplement. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Est-ce que votre proposition de la consultation publique est un amendement? Parce que... Je vais attendre l'écoute de la réponse Parfait. de Mme Filato et de M. Norris. Ce que je peux vous dire... mais si elle veut faire un droit de réplique là-dessus, je vais demanderai vouloir de faire un reprendre la parole. sous-amendement. Oui. Mais tout simplement, avant qu'on poursuive, actuellement, l'amendement d'une consultation publique est assez loin de la motion qui a été présentée. Et donc, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut même rentrer dans la nature de la motion initiale. Parce qu'on rappellera qu'il y a eu une demande de renvoi à une commission suite à l'intervention de M. Rotran sur les délais de la commission de la sécurité. Et là, ce que vous proposez est quelque chose qui n'est pas dans la nature même de la motion. Là. La motion, je vous le rappelle, vise à réclamer des engagements des partis fédéraux et non pas de faire des consultations publiques auprès du SPVM. Je comprends. Alors, ce qui est la motion devant moi, c'est la motion de référer cela, de renvoi. Aux partis fédéraux? Non. Ah non, de renvoyer à la commission de la sécurité. Sécurité publique. Parfait. C'est ça l'enjeu. Parfait. Est-ce qu'on devrait? Si vous voulez que je fasse un sous-amendement formel à ce qu'on établisse un échéancier de 6 mois et que ça soit de forme de consultation publique, je vous soumettrai, Madame la Présidente, que c'est tout à fait pertinent et connexe à ce genre de motion de renvoi. Alors j'attendrai les commentaires, sous réserve que si c'est un droit de réplique, j'aimerais prendre la parole. Alors, je vais passer la parole à M. Norris. Merci, Madame la Présidente. Je crois que moi, je vous suggère plutôt de nous référer cette motion à la Commission de la sécurité publique et de nous laisser traiter le sujet entre commissaires, sans définir au préalable la manière précise dont on va traiter ce sujet. Il y a beaucoup de tenants et aboutissants. Il y a des impacts sur la confidentialité des méthodes d'enquête policière, des impacts qu'on doit évaluer. Ça ne veut pas dire en premier lieu. Donc moi, je suggère qu'on réfère la motion à la Commission de la sécurité publique. Nous faisons toujours notre possible de traiter le maximum en public.
J'ai trouvé intéressant les commentaires de M. Pérez et de M. Autran par rapport au niveau de transparence de la Commission de la sécurité publique. Quand ils étaient à Union Montréal, la Commission de la sécurité publique se rencontrait presque exclusivement à huis clos. Alors, on a quand même maintenant un minimum annuel de 10 rencontres publiques. C'est une nette amélioration au niveau de la transparence de la reddition de comptes du service de police de la Ville de Montréal et du CIM. Alors, nous essayons toujours de traiter, d'accorder le maximum de transparence au sujet qu'on traite. Moi, je vous prie de me laisser consulter les autres membres de la Commission qui ne siègent pas tous ici dans cette enceinte afin de déterminer le meilleur moyen de prendre ce mandat qu'on va prendre avec beaucoup de sérieux parce que le sujet est important, les enjeux sont importants et c'est un sujet qui est tout à fait légitime à traiter à la Commission. Merci. Merci beaucoup, M. Norris. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Norris, pour votre intervention. Et bien que je respecte énormément votre volonté de pouvoir traiter avec vos collègues sur cet enjeu-là, je pense qu'il est tout à fait de la compétence et de ressort de ce Conseil, de cette enceinte, de pouvoir mandater la Commission. On n'oublie pas, la Commission relève du Conseil et ce n'est pas le sens contraire. Alors je pense que c'est tout à fait légitime et dans ce contexte-là, je vais soumettre un sous-amendement afin d'attacher à la motion de renvoi à la CSP à ce que ça se fasse dans un délai de 6 mois pour qu'il soit redéposé au Conseil, pour que le rapport de la Commission soit déposé dans les 7 mois de l'envoi et qu'il y ait un volet de consultation publique associé avec ce mandat-là. Et je suis appuyé par M. Abdelhak Sari. Et je comprends les préoccupations de M. Norris. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des volets huis clos et des volets consultation publique. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre des tours de parole sur le sous-amendement. Madame Filato, est-ce que c'est sur le sous-amendement? Allez-y. En fait, je tiens à dire par rapport au sous-amendement, je trouve ça désolant d'entendre le chef de l'opposition officielle remettre en question la légitimité de la Commission sur la sécurité publique en disant qu'on souhaite instrumentaliser la Commission. Ils ont un mandat qui est extrêmement important et je pense que justement, ce n'est pas à nous d'imposer un calendrier. On a des commissaires, c'est fait de façon objective, c'est transpartisan. Pourquoi ne pas permettre aux commissaires de tous partis confondus à se parler pour déterminer un calendrier? C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement sensible. M. Rotran a apporté d'autres informations qui sont importantes, légitimes, qui devraient être apportées à la Commission sur la sécurité publique et on leur dit « dépêchez-vous, faites ça en 6 mois ». Je pense qu'on devrait leur permettre de déterminer leur échéancier, de déterminer les priorités et sachant que c'est un mandat du Conseil, qu'on renvoie justement cette motion au Conseil, j'ose espérer que la Commission va prendre la motion avec sérieux et va l'examiner rapidement, peut-être dans les 6 mois, mais de leur d'imposer ça à une commission qui est objective, transpartisane et qui est neutre, je suggère de voter contre votre sous-amendement. Merci. Merci, Madame Filato. La parole à Monsieur Sari sur le sous-amendement. Le sous-amendement, Madame la Présidente, encore une fois, je réitère un peu les propos de tout à l'heure, c'est au niveau de l'action. Au niveau de l'action, il y a aussi l'urgence. L'urgence a 2 volets. Le premier volet, c'est de l'importance de protéger la vie privée, notre vie privée à nous et celle de nos enfants. Deuxième niveau, et ça c'est très important, c'est que présentement, on se parle, on est quand même devant une certaine méconnaissance de l'utilisation ou pas de ces technologies auprès du service de police de la Ville de Montréal. Alors, moi, je suis tout à fait à l'aise avec les propos de M. Rotran et M. Pérez par rapport à avoir une certaine, et c'est bien évidemment des prérogatives du conseil municipal, de pouvoir imposer un certain délai qui est quand même raisonnable. On ne parle pas ici de 6 semaines, on parle de 6 mois. Alors, au-delà de 6 mois, on peut, premièrement, convoquer des réunions, demander et bien évidemment commander des mémoires à ce sujet et laisser aussi le temps pour les citoyens de s'exprimer sur cet enjeu qui est très très critique et très important.
Alors encore une fois, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être vraiment désolant de votre part. Ce qu'on demande tout simplement ici, c'est très simple. Ce qu'on demande, c'est que la Commission de la sécurité publique priorise tout simplement dans les prochains 6 mois, je dis bien priorise dans ce prochain 6 mois, cet enjeu qui est très très important, celui de la vie privée, et aussi d'informer le public qui est en attente à plusieurs questions qui ont été envoyées au service de police de la ville de Montréal et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, Madame la Présidente. Merci, M. Sari. M. Rotran, sur le sous-amendement. Oui, please, tout le monde, restez calme, important. Okay? On peut avoir des différences d'opinion, mais le sujet est très, très important. 2 choses. Une, dans le passé, on a donné des mandats de 6 mois aux commissions pour des sujets complexes. Après 6 mois, la commission est revenue pour informer le conseil impossible de faire dans les 6 mois, mais ils ont donné de bonnes raisons. Le conseil a donné un nouveau mandat. Donc, de faire 6 mois, it's not the end of the world. Et deuxièmement, le fait qu'il n'y ait pas un aspect public me trouble. Je ne suis pas membre de cette commission. It's my motion. I won't even be able to be part of the discussions. Donc, effectivement, on doit trouver une façon que ce n'est pas public relations et effectivement some talking points de la SPVM au public. Il faut vraiment avoir une façon que les experts, les personnes dans le domaine peuvent venir en public, témoigner et effectivement aider les travaux. C'est ça que je cherche. Merci, M. Rotran. Madame Thuillier, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je demande la question préalable sur le sous-amendement. Je pense qu'on en a déjà assez discuté. Appuyé par mon collègue Limoges. Parfait. Alors, oui, allez-y. En droit de réplique oui, sur le sous-amendement. Sur le sous-amendement. J'aimerais que, tout simplement, en premier lieu, corriger Madame Filato concernant ce que j'avais dit. Je n'ai pas dit qu'on va instrumentaliser la commission. J'ai dit, j'aimerais qu'on évite de pouvoir accuser qu'on est en train d'instrumentaliser la commission. Parce que si, par exemple, j'étais cynique, et je voulais dire qu'au mois de août 2018, on avait une motion qu'on a adoptée à l'unanimité ici, comme quoi l'année 2019, ce sera la première année où on n'aura plus de moratoire sur le brigadisme scolaire, et on a tous dit qu'à travers la commission de sécurité publique, on va avoir une excellente opportunité pour démontrer cela, pour ensuite voir le rapport qui a été soumis et où ce n'est pas clair si oui ou non on doit augmenter du budget. Moi, je pense qu'une personne raisonnable pourrait dire que peut-être ça a été un exercice de relations publiques. Peut-être. Alors moi, j'aimerais éviter tout cet volet-là. Et je pense qu'il est tout à fait légitime que cette enceinte donne un mandat et le donne avec un échéancier qui est raisonnable. On a donné 6 mois plus 1 mois de pouvoir traiter. On a donné 7 mois. Ça a été fait dans le passé pendant des années. Si effectivement c'est un enjeu qui est aussi important pour l'administration, je ne vois pas pourquoi on veut effectivement ne pas aller de l'avant. Je comprends que la commission de sécurité publique, elle a peut-être plusieurs mandats, plusieurs projets. Je comprends. Peut-être elle devoir s'ajuster suite à un mandat qui est donné par le conseil municipal. Et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime parce qu'à la fin de la journée, la commission de sécurité publique relève du conseil municipal. Donc si on leur demande de faire ça en priorité, il n'y a pas de raison pour laquelle ils ne le fassent pas. Deuxièmement, votre affirmation comme quoi c'est quelque chose qui est transpartisan, qui est totalement neutre, oui, jusqu'à un certain point. Soyons clairs, vous avez une majorité sur cette commission, c'est normal. C'est normal, c'est la règle du jeu. Mais essayez de faire croire que c'est tout à fait impartial à 100%. Je garderai une petite gêne là-dessus. Je respecte tous mes collègues. Je sais qu'ils font un travail ardu. Mais on veut éviter, le plus de temps qu'on a des règles, des balises très claires, ça évite la discrétion. Je vous donne un exemple. L'année passée, on avait une certaine motion sur les barres latérales. Et on avait demandé un échéancier. On n'avait pas imposé à l'administration un échéancier. On avait demandé quel est l'échéancier, et on nous a dit non, on ne veut pas donner d'échéancier. Et puis en fin de compte, les échéanciers qui sont donnés eux-mêmes n'ont pas été respectés. Et en conclusion, c'est un exemple pour pouvoir souligner à quel point on veut éviter, le plus de temps qu'il y a des balises très claires, on évite tout cela.
Alors pour ça, je demande à l'administration et de tout le monde dans cette salle de voter pour le sous-amendement. Ce sont des demandes raisonnables qui vont dans le sens de la volonté d'avoir justement une étude impartielle pour qu'on puisse avoir, à la fin des choses, avec une consultation publique. Merci bien. Merci. Je vous rappelle que les sous-amendements, c'est 5 minutes, le temps de parole. Bon, ben, merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le leader de l'administration. Oui, on peut y aller à main levée. Oui, Madame la Présidente, appuyez ma collègue Émilie Tullier, on va demander un vote à main levée sur le sous-amendement. Un vote à main levée est demandé. Alors, on va fermer les portes. Il vous reste 2 secondes pour rentrer dans la salle. Alors, on ferme bien les portes. On va procéder au vote. Donc, je vous rappelle, il s'agit du vote sur le sous-amendement qui stipule qu'on ajoute un délai de 6 mois ainsi qu'une consultation publique au renvoi à la Commission de la sécurité. Alors, je vous demanderai un moment de silence. Toutes les personnes qui sont pour, levez la main. Toutes les personnes qui s'opposent au sous-amendement. Pour 23, contre 34, le sous-amendement est battu. Et donc, nous revenons au débat sur l'amendement, soit celui de la motion de renvoi à la Commission de la sécurité. Alors, je vais prendre les tours de parole sur l'amendement. Il n'y en a pas. Monsieur le chef de l'opposition. Merci. Donc, on revient sur l'amendement qui est une motion de renvoi. Évidemment, on va devoir maintenant attendre la décision de la CSP pour voir comment elle veut traiter du mandat qui lui est donné sur cet enjeu. Évidemment, on va se fier à la bonne volonté de M. Norris ainsi que de tous les commissaires et on va tout simplement réaffirmer notre volonté pour qu'il y ait un volet de consultation publique, on ne dit pas exclusivement, mais un volet de consultation publique et que la Commission traite de cet enjeu dans les plus brefs délais, dans un délai raisonnable, pour qu'on puisse pouvoir traiter, avoir le rapport de la Commission et ensuite, en temps et lieu, prendre les décisions qui s'imposent en tant qu'élu municipal. On ne peut pas oublier, Madame la Présidente, qu'à ce jour, en tant qu'élu municipal, on ne sait pas si le SPVM utilise ces technologies. L'administration ne nous l'a pas ni confirmé ni infirmé à travers cette séance. On sait que dans le passé, sur les enjeux de Stingray, encore une fois, on a refusé de nous partager cette information avec des raisons comme quoi il y a peut-être des raisons juridiques, légaux à cet égard, mais néanmoins, ce sont nous qui sommes imputables auprès de la population. Le SPVM doit répondre à ce conseil et pas le contraire. Alors, pour autant qu'on est tous d'accord sur ces énoncés-là, on espère avoir l'heure juste et que la Commission de sécurité publique puisse traiter de cet enjeu avec la plus grande assiduité et rapidité possible. Merci. Merci beaucoup, M. Perez. M. Sari, sur l'amendement. Sur l'amendement, Madame la Présidente, rapidement, je comprends un peu que l'administration ne veut pas ou n'accepte pas tout simplement d'avoir un délai fixe sans ambiguïté. Mais si j'ose bien comprendre un peu les propos de Mme Filato et ainsi que M. Norris, je comprends qu'ils accueillent un peu cette demande-là, mais avec une certaine priorisation du sujet. Et parce qu'ils ont compris, j'espère, l'importance ainsi que l'urgence d'agir sur cet élément-là. Alors, si j'ai bien compris, il y a une certaine priorisation qui va être faite par rapport à l'envoi de cette étude à la Commission de la sécurité publique. Alors, j'ose espérer que c'est ça. J'ai une bonne compréhension, comme toujours, M. Norris, n'est-ce pas? Merci.
Merci beaucoup, M. Sari. La parole à M. Rotran sur l'amendement. Ma dernière intervention, je suis satisfait que les dangers de ces technologies vers la vie privée et nos valeurs démocratiques bien exposées aujourd'hui de tous côtés de la salle. Ça, c'est important pour moi. Effectivement, j'ai compris qu'on ne va pas assez loin que San Francisco, beaucoup des autres endroits de maintenant, mais je n'écarte pas la possibilité qu'effectivement la Ville va prendre une position assez forte qu'ailleurs et qu'une fois que la loi provinciale est adoptée, ça va avancer les droits des citoyens. J'invite Mme Filato de communiquer avec moi avant la prochaine séance de conseil. J'ai l'intention de toujours être intéressé dans ce dossier et de soulever des questions au conseil. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. Alors, l'amendement est adopté. Donc, on revient à la motion telle qu'amendée. Ah, c'est vrai, c'est renvoyé.